Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'analyse et de confrontation des idées. Aujourd'hui, nous allons examiner une véritable secousse, une vraie disruption dans l'industrie de la technologie grand public. L'arrivée du MacBook Neo. Apple propose ici son nouvel ordinateur portable d'entrée de gamme à un tarif inédit de 699 € et même de 599 € pour les étudiants. Mais bon, ce n'est pas qu'une question de prix. La particularité technique qui rend cette machine absolument fascinante, c'est qu'elle est équipée pour la toute première fois dans l'histoire de la marque d'une puce conçue initialement pour un smartphone, la fameuse puce A18 Pro de l'iPhone. Oui, bonjour. C'est effectivement une proposition qui bouscule l'industrie, ça c'est indéniable. Mais qui, si on y regarde de plus près, soulève des interrogations vraiment fondamentales sur la philosophie de conception d'Apple. La question centrale qui va animer nos échanges aujourd'hui est d'ailleurs assez tranchée. Ce MacBook Neo est-il ce que l'on pourrait appeler familièrement une niche à pigeons, remplie de compromis inacceptables, ou s'agit-il au contraire d'un véritable MacBook extrêmement utile qui démocratise enfin l'expérience haut de gamme? C'est exactement le cœur du problème. Personnellement, après avoir analysé l'architecture et le positionnement de cette machine, je vais défendre l'idée que le MacBook Neo est un authentique tour de force technologique. Il offre l'expérience premium d'Apple à un public totalement inédit, et ce, grâce à une optimisation logicielle et matérielle qui frôle la perfection pour son prix. J'aborde la question d'une manière bien différente. En tant qu'analyste, je suis convaincu que cet appareil est avant tout une illusion marketing. Il est lourdement bridé par des limitations techniques sévères et honnêtement par des sacrifices ergonomiques mesquins. À mes yeux, le seul but de cette machine est de forcer le consommateur, par pure frustration, à la montée en gamme. Écoutez, je comprends tout à fait la méfiance initiale face à un prix d'appel aussi bas chez Apple. On n'a pas l'habitude. Mais regardons ce que propose réellement la machine, physiquement. Ce que la marque réussit ici, c'est d'offrir un véritable Mac à 699 €, sans tomber dans le piège du produit au rabais. Nous ne parlons pas de ces machines en plastique craquant que l'on trouve chez les concurrents PC dans cette même tranche tarifaire. L'expérience matérielle est rigoureusement identique à ce que l'on attend de la marque. Si en aluminium, j'imagine, hein. Exactement. Parce que oui, je vous l'accorde, de l'extérieur, l'illusion est parfaite. C'est robuste, c'est élégant. Mais enfin, l'aluminium ne fait pas fonctionner un ordinateur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur et surtout ce qui manque à l'extérieur qui pose un problème majeur. Avant de parler des manques éventuels, un terminot sur ce qui est présent car c'est colossal pour le prix. Nous avons un véritable écran Retina de 13 pouces. Et d'ailleurs, Apple a eu la très bonne idée de se passer de l'encoche sur ce modèle. On se retrouve avec une dalle parfaitement rectangulaire, ce qui offre une immersion totale en plein écran. C'est particulièrement agréable pour regarder des vidéos ou lire des documents longs. À cela s'ajoutent des haut-parleurs qui délivrent un son d'excellente facture et surtout, on retrouve exactement le même clavier et le même trackpad centré que sur le prestigieux MacBook Air. Ce n'est pas un sous-MacBook au niveau de la frappe. Justement, parlons-en de cette frappe. Vous dites que c'est le même clavier, mais c'est factuellement incomplet. Apple a procédé à des coupes budgétaires punitives sur ce clavier. Je pense notamment à l'absence de rétroéclairage. En 2026, proposer un ordinateur portable dont les touches ne s'éclairent pas dans la pénombre, c'est presque insultant. Imaginez l'étudiant, qui est la cible principale de ce Néo, en train d'essayer de prendre des notes dans un amphithéâtre sombre lors d'une projection ou de terminer un devoir tard le soir dans sa chambre. C'est une ergonomie laborieuse. Je concède que l'absence de rétroéclairage du clavier est un véritable défaut. C'est vrai. Devoir orienter son écran pour éclairer ses propres touches n'est pas idéal. Mais c'est un compromis qu'il faut absolument mettre en perspective avec le prix de la machine. Un étudiant venant d'un PC bas de gamme à 400 € n'avait probablement pas non plus de clavier rétroéclairé. Mais il n'avait certainement pas ce niveau de précision sur le trackpad ou cette qualité de frappe globale. Le problème, c'est que la mesquinerie ne s'arrête pas à la petite ampoule sous le clavier. Il y a l'absence pure et simple du capteur d'empreinte digitale. Le Touch ID n'est pas sur ce modèle de base à 699 €. Nous parlons d'un standard de sécurité basique aujourd'hui, présent sur des smartphones à 200 €. Son absence force l'utilisateur à taper son mot de passe en permanence, pour déverrouiller la machine en sortie de veille, pour s'identifier sur un site web, pour valider un achat. Au quotidien, c'est épuisant. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur cette question du Touch ID. Oui, c'est un confort indéniable, je ne vais pas dire le contraire, mais bon, taper un mot de passe a été la norme pendant des décennies. Est-ce que cela rend la machine inutilisable? Absolument pas. Le véritable cœur du débat, ce n'est pas le mot de passe, c'est la motorisation de cet ordinateur. Et affirmer qu'une puce d'iPhone ne peut pas faire tourner un ordinateur de bureau est aujourd'hui factuellement faux. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas le faire tourner.
Je dis qu'elle le fait tourner avec des béquilles. Laissez-moi détailler l'intégration de cette puce A18 Pro. Associée à 8 Go de mémoire vive, elle est redoutablement efficace. L'optimisation de macOS est telle que le système gère la mémoire dynamiquement et reste d'une fluidité irréprochable. Lors des tests simulant un usage étudiant intensif, la machine encaisse sans broncher. On parle de 50 onglets ouverts dans Google Chrome simultanément, avec Word et PowerPoint en arrière-plan, tout en maintenant un appel FaceTime vidéo et en téléchargeant des fichiers. Le Mac ne ralentit jamais. Mais cette fluidité de façade avec 50 onglets est permise uniquement par le système de swap mémoire. C'est-à-dire que le Mac utilise le disque dur SSD comme mémoire vive de secours quand les 8 Go sont pleins. Or, abordons les dommages collatéraux concrets de l'utilisation de cette puce A18 Pro, qui, je le rappelle, n'a pas l'architecture d'un ordinateur. La vitesse de ce fameux stockage SSD est divisée par 3 par rapport à un MacBook Air MN. On plafonne à 1259 mégaoctets par seconde en écriture. Concrètement, si le système doit beaucoup swapper ou si vous déplacez de gros fichiers, la machine va inévitablement montrer ses limites bien plus vite qu'un Mac traditionnel. C'est mathématique. C'est un point intéressant, bien que je le formulerai autrement. Vous vous focalisez sur des métriques de power user, d'utilisateurs ultra exigeants pour une machine qui ne vise absolument pas cette population. Une vitesse d'écriture SSD de 1259 mégaoctets par seconde pour de la bureautique classique, pour enregistrer un document Word ou charger une page web, c'est totalement imperceptible. Ce qu'il faut garder, ce sont les performances brutes, en single core, c'est-à-dire l'agilité de la machine pour des tâches immédiates, comme lancer une application. Et sur ce point précis, la A18 Pro dépasse même les scores de la puce M3. C'est du jamais vu à ce prix. Sauf qu'un ordinateur moderne ne fonctionne jamais uniquement en single core. Le système d'exploitation fait tourner des dizaines de processus en tâche de fond en permanence. Et c'est là que les faiblesses inavouables de cette puce A18 Pro explosent au grand jour. Les performances multicore, qui permettent de gérer de multiples tâches lourdes simultanément, sont catastrophiques pour un Mac de 2026. Elles se positionnent même en deçà d'une puce M1 qui a aujourd'hui 6 ans. Encore une fois, la comparaison avec la puce M1 sur des tâches multicœurs lourdes, comme l'exportation vidéo ou la compilation de code, n'est pas pertinente pour la cible de ce NIO. L'intégration de la 18 Pro n'est pas un goulot d'étranglement, c'est un trait de génie en matière d'ingénierie thermique. N'oublions pas que cette puce a été conçue initialement pour dissiper sa chaleur sur la minuscule surface du dos d'un iPhone. En l'intégrant dans le châssis colossal d'un ordinateur de 13 pouces, la chauffe devient littéralement inexistante. Une absence de chauffe parce que la puce ne déploie pas la puissance d'un véritable ordinateur, oui. Non, une absence de chauffe, parce que la dissipation thermique passive est parfaitement proportionnée au châssis. Cet ordinateur reste de marbre, complètement froid, même lorsqu'on le soumet à des usages intensifs. Et sur la question des performances graphiques, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette puce. Le casual gaming, le jeu vidéo occasionnel, fait tout à fait partie de la vie d'un étudiant. Eh bien, des jeux comme les Sims, Balatro ou même un titre visuellement exigeant optimisé pour l'architecture Apple Metal comme Océan 3 tournent de manière admirable. Sur Océan 3, réglé en qualité moyenne, ce qui est d'ailleurs indiscernable de l'Ultra sur une dalle de 13 pouces, on obtient un 60 images par seconde constant. Je l'admets, c'est un argument convaincant concernant les jeux optimisés spécifiquement pour l'architecture mobile d'Apple. Mais avez-vous considéré l'asphyxie de la connectique USB ? Car un ordinateur portable, ce n'est pas qu'un écran et un clavier clos sur eux-mêmes, c'est un hub qui doit se connecter au monde extérieur. Et là, l'héritage de l'iPhone fait des ravages. La puce A18 Pro est incapable de gérer les flux de données attendus sur un Mac normal. Résultat, vous avez 2 ports USB-C sur la tranche, mais l'un d'eux est limité à la vitesse dérisoire de l'USB 2, soit 480 mégabits par seconde. Bon, il faut admettre que le port USB 2 est surprenant, mais l'autre port offre de l'USB 3 à 5 gigabits par seconde, ce qui compense. Ce qui reste très faible. Il n'y a pas de Thunderbolt sur cette machine, pas de transfert à très haute vitesse. C'est indigne d'un ordinateur de 2026. Et le cauchemar continue sur la connectivité sans fil. La puce Wi-Fi 6E intégrée s'effondre littéralement lorsqu'on la sollicite de manière asynchrone. Par exemple, lors de téléchargements simultanés, la bande passante plafonne autour de 8 mégaoctets par seconde, là où d'anciennes MacBook Air atteignent facilement les 20 ou 30 mégaoctets par seconde sur le même réseau. Attendez, soyons pragmatiques sur cette limitation du Wi-Fi à 8 mégaoctets par seconde.
Pour un utilisateur qui télécharge occasionnellement une application ou un document lourd, cela prendra quelques secondes de plus. Cela n'affecte en rien le streaming vidéo en haute définition sur Netflix, ni la navigation web classique, ni les appels en visioconférence. On en revient toujours au même constat. Vous jugez un utilitaire urbain avec les critères d'une voiture de course de Formule 1. Mais la bureautique d'aujourd'hui implique souvent de se brancher à un écran externe russe. Et c'est là que la niche à pigeons se referme sur le consommateur. Vous affirmez que la puce gère bien les graphismes pour les Sims, mais si notre étudiant ou un jeune professionnel souhaite brancher ce Mac Neo sur un écran externe sur son bureau, il se heurte à un mur technique brutal. La sortie vidéo est bridée à la résolution 4K en 30 images par seconde. Apple mentionne pourtant une compatibilité 60 images par seconde sous certaines conditions de résolution. Les conditions réelles d'utilisation en 4K limitent l'affichage à 30 images par seconde. Et 30 images par seconde pour un usage de bureau, ça veut dire que même le simple fait de déplacer le curseur de la souris laisse une traînée floue à l'écran. Le défilement d'une page web saccade, c'est visuellement heurté, très inconfortable, et cela provoque une véritable fatigue oculaire au bout de quelques heures de travail. Apple ampute un usage basique de l'informatique moderne. Ce MacBook Neo est confiné à une utilisation stricte sur les genoux. Si on parle d'utilisation sur les genoux ou en mobilité, parlons de la véritable force de frappe de cette machine, là où la magie opère pour l'utilisateur quotidien. L'autonomie. Grâce à cette puce d'iPhone ultra basse consommation, l'autonomie est tout bonnement colossale. On estime à 24 heures la durée de vie de la batterie sur un usage modéré. 24 heures. L'étudiant qui part à la faculté le matin n'a même plus besoin de glisser son chargeur dans son sac à dos. Il peut faire 2 journées complètes de cours sans s'approcher d'une prise de courant. Heureusement, Mac n'a besoin de s'approcher d'une prise, car s'il le fait, la recharge est un véritable calvaire temporel. C'est un autre aspect flagrant des coûts cachés de cette machine. Il faut 50 minutes pleines pour récupérer seulement la moitié de la batterie et plus de 2h30 pour une charge complète. Mais honnêtement, comment pouvez-vous justifier un temps de charge de 2h30 en 2026 ? Surtout quand l'utilisateur devra acheter lui-même un chargeur de 30 watts pour espérer cette vitesse, puisque Apple recommande et calibre la charge de base sur un petit bloc de 20 watts. La lenteur de charge est réelle, je vous l'accorde sans détour. Mais recadrons le débat sur la réalité de l'usage. Un ordinateur qui tient 24 heures se recharge la nuit, sur une table de chevet ou un bureau. Que la machine mette 1 heure ou 3 heures à charger pendant que vous dormez n'a absolument aucun impact sur votre journée du lendemain. Ce n'est tout simplement pas un problème concret. Ce qui est un problème concret en revanche, c'est l'espace de stockage avec lequel cet étudiant va devoir composer. Parlons de la mesquinerie des configurations, qui est la définition même de la niche à pigeons. Sur le modèle de base annoncé fièrement à 699 € avec 256 Go de stockage, le système macOS et les fichiers préinstallés occupent tellement d'espace qu'il ne reste au déballage que 192 Go réellement disponibles pour l'utilisateur. 192 gigaoctets, avec l'utilisation massive d'iCloud et du stockage en ligne aujourd'hui, c'est tout à fait suffisant pour stocker des documents, des photos compressées et les applications nécessaires aux études. Sauf que le piège se referme habilement. Rappelez-vous l'absence de Touch ID dont nous parlions tout à l'heure. Si l'utilisateur réalise qu'il veut ce confort de sécurité de base et qu'il veut un peu plus d'espace pour ne pas saturer son SSD lent, Apple le prend en otage. Il est forcé de débourser 100 € de plus pour passer à la version 512 Go, la seule qui intègre le Touch ID. Le prix affiché de 699 € n'est qu'un mirage destiné à faire entrer le client dans le magasin. À 799 €, on change totalement de paradigme. Je vous rejoins sur le fait que la version 512 gigaoctets à 100 € supplémentaires, incluant le Touch ID, est sans doute l'achat le plus judicieux et le sweet spot de cette gamme. Cependant, je ne suis pas convaincu par ce raisonnement de prise en otage. Le modèle à 699 € existe, il fonctionne parfaitement, il donne accès à la puissance de l'écosystème Apple, à la synchronisation parfaite avec l'iPhone, à la suite bureautique iWork gratuite et à un châssis premium que la concurrence est incapable d'égaler à ce prix. Ce produit ne fait pas l'impasse sur l'essentiel. C'est un Mac, un vrai. C'est un Mac de façade. Un Mac qui fait volontairement l'impasse sur la longévité pour des raisons purement cyniques. Il s'agit d'une illustration parfaite du fameux théorème de la deuxième génération d'Apple. C'est-à-dire comment ? Comment l'appliquez-vous ici, ce théorème ?
Toute l'industrie sait très bien comment la marque opère lorsqu'elle lance une nouvelle catégorie de produits. Souvenez-vous, le tout premier iPhone n'avait pas la 3G ni l'App Store, le premier iPad n'avait pas de caméra, la première Apple Watch était atrocement lente. Ici, la stratégie est cousue de fil blanc. Apple a délibérément sorti ce MacBook Neo avec des défauts évidents. Seulement 8 gigaoctets de RAM couplé à un SSD très lent, aucun capteur d'empreinte sur le modèle d'Apple et un clavier aveugle, sans rétroéclairage. Et ils le font en sachant pertinemment que le produit cartonnera auprès du grand public sur la seule force de son prix d'appel. Et pourquoi ferait-il cela si ce n'est pour répondre à une vraie demande budgétaire? Question évidente, voyons. L'année prochaine, ils sortiront le MacBook Neo 2 avec la future puce A19 Pro. Cette deuxième génération intégrera probablement de série 12 gigaoctets de RAM, le Touch ID pour tous les modèles et un clavier rétroéclairé. Acheter cette première génération aujourd'hui, c'est accepter de financer un prototype commercialisé à grande échelle. Face à cela, l'achat infiniment plus rationnel pour le consommateur avisé serait d'acquérir un ancien MacBook Air M2 ou même M3 en promotion. Sauf que le MacBook Air M2 ou M3 ne se trouve pas à 699 € ni à 599 € pour un étudiant. On les trouve régulièrement autour de 850 euros. Pour une différence de prix relativement mineure, surtout si on prend en compte l'upsell obligatoire du Neo vers 512 gigaoctets, vous obtenez avec un Air M2 ou M3 une machine infiniment plus polyvalente. Vous avez un processeur conçu pour les ordinateurs, des ports Thunderbolt ultra rapides, un SSD performant et surtout la capacité d'alimenter correctement un écran externe en 60 images par seconde. La polyvalence d'un ordinateur réside dans sa capacité à s'adapter aux besoins futurs de l'utilisateur, pas seulement à le satisfaire le jour de l'achat. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement, car il suppose que l'acheteur d'un Neo a le même profil ou les mêmes exigences qu'un technophile qui scrute les fiches techniques à la recherche de ports Thunderbolt. Cet ordinateur ne vise pas ceux qui ont besoin d'exporter des vidéos 4K toute la journée. Il s'adresse à une frange immense de la population qui vient des tablettes ou qui utilise encore des PC très bas de gamme, lents et mal construits. Mais la question de la fluidité initiale ne garantit en rien la durabilité de l'appareil. Apple lésine même sur les détails de l'expérience, comme livrer des câbles USB-C blancs tout à fait banals au lieu des câbles tressés assortis à la couleur de l'aluminium, ce qu'ils font pourtant sur le reste de la gamme Mac. C'est symbolique d'un produit conçu avec une calculette d'apothicaire. Les câbles tressés sont un détail cosmétique. Ce qui compte, c'est l'expérience logicielle globale. L'étudiant ou la famille qui cherche un ordinateur d'appoint pour le salon veut naviguer sur Internet, communiquer, rédiger des documents et profiter de l'écosystème. Pour eux, le MacBook Neo est objectivement le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire d'Apple. C'est une réussite infiniment supérieure aux anciennes tentatives de netbook de 11 ou 12 pouces d'il y a 10 ans, qui avaient échoué parce que l'écran était trop étriqué et le clavier inconfortable. Ici, nous avons une vraie diagonale de 13 pouces, un clavier taille réelle et une autonomie de 24 heures. Quant à l'alternative d'attendre ou de chercher des promotions sur d'anciens MacBook Air, c'est un calcul à court terme. Ces machines vont progressivement disparaître des stocks. Le Neo définit la nouvelle base d'entrée de gamme. Une base que je trouve très fragile. Attendre n'est pas se priver, c'est éviter le piège de la première génération. Attendre indéfiniment la génération suivante, sous prétexte de votre fameux théorème, c'est se priver aujourd'hui d'une machine qui fait remarquablement bien ce qu'on lui demande à l'instant T. La fluidité parfaite avec 50 onglets et la suite bureautique, c'est la seule métrique qui compte réellement pour 90% des utilisateurs de base. Nous n'avons visiblement pas la même définition de ce qui constitue un vrai Mac utile à long terme. Nous arrivons en effet au terme de cet échange et il est temps de synthétiser nos approches respectives sur cette question de la niche à pigeons face au Mac de démocratisation. De mon point de vue, le MacBook Neo réussit brillamment son pari. Il redéfinit complètement ce que l'on est en droit d'attendre d'un ordinateur d'entrée de gamme sous la barre des 700 €. En associant un châssis premium en aluminium, un écran Retina de grande qualité, une autonomie de 24 heures et l'efficacité surprenante d'une puce d'iPhone pour le multitâche quotidien, Apple propose un Mac authentique. C'est un appareil qui va inévitablement forcer toute l'industrie du PC abordable à élever son niveau de finition et d'optimisation. La perfection n'est certes pas de ce monde, mais pour un néophyte ou un étudiant à petit budget, c'est un outil phénoménal. Pour ma part, je maintiens fermement que derrière le séduisant vernis de l'aluminium et l'attrait indéniable du tarif affiché à 699 €, les compromis techniques imposés par la marque sont beaucoup trop sévères pour justifier l'investissement.
La véritable nature de cet appareil est bien celle d'une niche à Pygin. Un SSD aux performances bridées impactant le système de swap, une connectique obsolète limitant les transferts, un affichage externe saccadé et inconfortable à 30 images par seconde, et surtout l'absence cruelle de fonctions devenues standards comme le rétroéclairage ou le Touch ID sur le modèle de base. Tout est fait pour vous pousser vers la version à 799 € ou vers la gamme supérieure. Face à des MacBook Air des générations précédentes disponibles en promotion, le Neo demande trop de sacrifices ergonomiques au nom du pur positionnement marketing. Nos positions sont claires et en parfaite opposition sur la pertinence de l'offre commerciale. Quoi qu'il en soit, au-delà de l'aspect financier, nous convenons tous deux que l'intégration fluide d'une architecture issue d'un smartphone dans le châssis d'un ordinateur de bureau marque un tournant technologique fascinant. L'ingénierie nécessaire pour faire tourner macOS avec une telle fluidité sur une puce A18 Pro est un exploit. C'est un pas géant dans la convergence matérielle entre nos téléphones et nos ordinateurs. Sur le plan strictement de l'ingénierie logicielle et de la convergence, c'est indéniable. La frontière technologique entre le monde ultramobile et l'informatique traditionnelle n'a jamais été aussi fine, et l'exercice technique mérite d'être observé de très près par toute l'industrie. C'est sur ce constat d'une prouesse technique indiscutable que nous conclurons. Nous invitons donc notre auditoire à examiner avec attention ses propres besoins. S'agit-il pour vous d'avoir un accès simple, endurant et abordable à l'écosystème pour des tâches basiques, ou avez-vous la nécessité d'une flexibilité technique, d'une connectique rapide et d'une longévité accrue? C'est à vous de déterminer de quel côté de la ligne se situe ce MacBook Neo. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie et à très bientôt pour un prochain débat.